Du hast Maske und ich habe keine Maske. Ja, ich habe Corona. Hallo. Moin, moin. Du wirst beaucoup encore c'est petit. Quoi? Empiang Luelia, moi. Du wirst beaucoup encore c'est petit. Salut à vous, bienvenue encore sur la chaîne Afterclass. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vous avez été nombreux à commenter, à liker, à partager la première vidéo. Vraiment, je me réjouis beaucoup. Vous m'avez fait vraiment confiance pour ce premier tournage et comme promis aujourd'hui, nous finissons avec ce chapitre dédié à l'accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, on va parler principalement des soins infirmiers dans ce domaine et les multiples thérapies qui peuvent exister. J'ai, comment dire, rassembler quelques petits éléments qui peuvent être intéressants, ce que nous appliquons ici en Allemagne dans le système. Et naturellement, moi, je vais vous présenter aussi le modèle de réhabilitation qui est appliqué ici en Allemagne. Tout ça se passe après le générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Yvan, je suis élève infirmier en Allemagne et sur cette chaîne YouTube nous parlons des thèmes dédiés aux maladies somatiques et psychiques. La dernière fois nous nous sommes attelés sur le thème de l'accident vasculaire cérébral en abrégé AVC et nous avons décrit quels sont les symptômes, quelles sont les thérapies, quelles sont les différentes manières de diagnostiquer un AVC. Et aussi, nous avons évoqué ce que c'était l'AVC et les différentes formes d'AVC qui existent. Si tu as raté cette vidéo, je te laisse le lien dans la description. Aujourd'hui, nous traitons principalement de la question comment soigner un patient souffrant d'AVC. Et pour répondre à cette question, nous le ferons en 3 phases. Nous allons aller sur le plan médical, sur le plan thérapeutique. À ton avis, entre l'homme et la femme, qui est plus susceptible de faire un AVC et pourquoi? La réponse, laisse-le en commentaire. Et commençons ce thème avec les différentes mesures à faire ou à prendre sur le plan médical. Ici, j'essaie de lister quelques éléments essentiels qui sont appliqués de façon répétée chez nos patients que nous avons ici. Et premièrement, il faudrait d'abord contrôler les paramètres vitaux au moins 3 fois par jour, pour ne pas dire continuellement, parce qu'il existe aussi des patients qui ont été diagnostiqués d'un AVC chez qui nous devons continuellement mesurer les paramètres vitaux à l'aide d'un moniteur. Mais ici, principalement, nous parlons des paramètres tels que la pression artérielle, le pouls, la saturation en oxygène, le volume sanguin et le taux de sucre aussi dans le sang. En deuxième point, les médicaments. Naturellement, le contrôle des médicaments avant de donner à un patient. Dans ce cas précis, nous parlons des anticoagulants, étant donné que nous avons vu que lors d'un accident vasculaire cérébral, il peut arriver qu'un vaisseau sanguin soit bloqué par le d'ischémie. Et pour justement débloquer ce vaisseau sanguin-là, on peut injecter à notre patient un anticoagulant qui sera injecté de façon intraveineuse. On peut aussi injecter des antihypertenseurs dans ce cadre pour réduire la pression artérielle. Parce que si la pression est très forte, il peut avoir encore d'autres lésions cérébrales ou d'autres lésions dans d'autres parties du corps. Ça peut attaquer le cœur, ça peut attaquer le foie ou bien d'autres organes vitaux encore comme les reins qui sont sensibles à l'augmentation de la pression artérielle. Ça peut être encore des antihyperlipidémiques. En troisième point, nous parlons des méthodes prophylactiques, notamment des escarres, qu'on connaît ici en Allemagne sous le nom de décubitus. Lorsqu'un patient est couché pendant longtemps, il peut arriver que le matelas sur lequel il est couché exerce une certaine pression sur certaines régions de son corps, ce qui conduit notamment à des zones de pression sur la peau et
des blessures peuvent survenir, on parle des scars ou encore de décubitus. Une méthode prophylactique sera encore le déplacement parce que chez les patients atteints d'un AVC, généralement paralysés, et il faudrait justement les apprendre encore à marcher de façon normale à nouveau. Pas marcher genre avec un côté de la tête pliée, mais les réhabiliter à marcher normalement comme toute personne. L'une des méthodes prophylactiques encore ici est l'aspiration. On parle d'aspiration lorsque notre patient souffre d'un trouble de la déglutition et lorsqu'il avale un aliment ou bien lorsqu'il avale de l'eau, cela ne passe pas par l'œsophage, normalement la voie digestive est normale, mais elle se retrouve plutôt dans les poumons. On dit le patient aspiré. Je pense que beaucoup d'entre vous ou beaucoup d'entre nous avons déjà eu à avoir cette expérience-là. La contracture aussi, la pneumonie. La pneumonie est généralement liée aussi à l'aspiration. Bon, l'une des méthodes prophylactiques que je trouve aussi intéressante ici est la thrombose, dans le sens où le patient est couché pour plusieurs heures. Vous savez que lorsqu'on est couché, le sang circule moins bien dans le corps. Il s'agira aussi de mobiliser notre patient continuellement pour que le sang puisse bien circuler dans son corps. Comme troisième mesure à prendre sur le plan médical, j'ai pensé au système ABEDL. Il s'agit ici d'aider notre patient dans toutes ses activités journalières, à savoir la communication, le déplacement ou bien encore faire ses besoins. Le volet suivant est celui-là de l'utilisation, du contrôle et d'évaluation des différents scores. Le degré d'atteinte d'une pathologie dans le corps humain. On parle généralement des scores pour la douleur, pour les escarres ou encore pour le mouvement. Alors, dans le cas de la douleur, il s'agira pour notre patient de donner sur un score de 0 à 10 son degré de douleur. 0 étant la valeur inférieure et 10 étant la valeur supérieure. L'alimentation aussi est importante dans un cas d'AVC, étant donné que l'hypertension artérielle peut conduire à un AVC. Il s'agira ici de justement varier l'alimentation et de consommer le plus moins salé, étant donné que le sel, NaCl, sel de cuisine, en trop grande quantité dans le corps peut causer des dommages. Et la dernière mesure que je trouve aussi très intéressante est celle-là des cellules d'écoute et de conseil. Il s'agirait aussi d'informer le patient sur la maladie et de lui donner différents conseils qui pourront l'aider à mieux vivre sa vie après un événement pareil. Parce que la probabilité pour qu'un patient atteint d'AVC refasse un AVC est grande. Sur le plan thérapeutique, il s'agira d'utiliser différents concepts tels que le bobat ou bien la kinesthétique ou la stimulation basale pour activer non seulement la motricité de nos articulations, mais aussi nos sens. Étant donné qu'après un AVC, notre patient est paralysé, il s'agira ici de stimuler à nouveau le membre lésé et d'activer ces sens-là. Parce que si les sens ne sont pas activés, il ne pourra pas utiliser le membre en question. En grand temps, nous parlons de la physiothérapie. Comme déjà écrit, il s'agit de l'activation des articulations à travers l'utilisation de différents appareils tels qu'un ergomètre. Il s'agira alors, à travers cet ergomètre, de permettre à notre patient de pédaler, mais de façon synchrone et de façon régulière pendant une certaine durée pour activer la motricité des articulations inférieures, notamment du genou. On peut encore utiliser un marcheur ou encore un déambulateur. Le déambulateur est plus utilisé chez les personnes âgées. Sur le plan thérapeutique, nous pouvons aussi appliquer l'ergothérapie, que j'aime bien appeler la thérapie sensorielle, pour la distinguer de la physiothérapie. Étant donné que la physiothérapie, comme on l'a vu plus haut, est plus basée sur l'activation des articulations d'un patient. Pourtant, l'ergothérapie ici est plus basée sur les sens. Il s'agirait ici à travers différentes substances ou objets de stimuler à nouveau les sens de nos patients pour le mettre en relation avec soi-même et son environnement. Et ceci peut se faire à travers des jeux. En station, nous aimons bien jouer au memory avec nos patients. Il s'agit ici de leur permettre à travers
C'est à travers un jeu de cartes, de pouvoir retrouver la paire correspondante. Cela peut se faire naturellement aussi à travers des massages qui permettent non seulement d'améliorer la respiration, on parlait de ASE, Atemstimulierende Anreibung, pour stimuler les voies respiratoires de nos patients. Comme objet ici, j'ai présenté les Gelball. Les Gelball ici, c'est une balle avec des piquants dessus. Ce sont des piquants en plastique qui sera déposé sur la peau, qui sera glissé progressivement sur la peau, comme ici présenté sur la main, pour stimuler à nouveau la sensibilité de nos patients. En petit 3, nous parlons de l'orthophonie, connue normalement sous le nom de logopédie. Ici, il s'agit de la coordination des muscles et des structures responsables de la parole, à savoir la langue, le larynx et le système de déglutition. La 4e thérapie, il s'agit ici de la robotique. Pour la fin, je vous présente le schéma de réhabilitation que nous avons ici en Allemagne, qui est divisé en plusieurs phases que je vais essayer de vous détailler. La phase A, qui est celle-là des soins médicaux. Il s'agit ici de limiter au maximum les dégâts après la survenue d'un AVC pour qu'un autre AVC ne se reproduise pas, ou bien encore pour que d'autres organes du corps ne soient pas atteints. La phase B, qui est celle de la mobilisation, représente ici l'utilisation des capacités physiques et morales de notre patient. On va demander à notre patient, par exemple, d'essayer de lever son pied, d'essayer de lever sa main, histoire de faire certains gestes pour voir vraiment si il y a un côté du corps qui est franchement ou bien qui est plus concerné que l'autre. La phase C, qui est celle-là de la rééducation. Beaucoup connaissent cette phase-ci lorsque l'on a eu un accident de la circulation et que lorsqu'on a amputé un membre ou bien lorsqu'on ne peut plus réellement utiliser ce membre-là. Il s'agira ici à travers des méthodes de physio, ergothérapeutiques et logopédiques de permettre au patient de recouvrir ces facultés-là qu'il a perdues. La phase D représente juste la suivi de la rééducation. Il s'agit ici de contrôler de façon continuelle si la réhabilitation se déroule bien chez notre patient et de lui donner aussi des astuces pour mieux poursuivre sa réhabilitation. Dans la rééducation partielle, nous aidons nos patients juste dans les domaines où ils ne s'en sortent pas. Parce qu'après un bon suivi de rééducation, notre patient est censé avoir recouvert au moins 80% de ses facultés mentales ou bien corporelles ou bien physiques. Et nous les aidons juste dans les domaines où ils ne s'en sortent pas. Ça peut être la marche, ça peut être la parole, ça peut être la sensation. Et dans le cas où la phase de réhabilitation partielle est validée à 100% ou bien à 90%, on peut penser déjà à une réinsertion sociale dans un corps de métier ou bien dans les relations sociales avec d'autres personnes. Et dans le sens où la rééducation partielle ne réussit pas, dans ce cas-ci, il va recevoir des soins encore appropriés pendant une longue durée jusqu'à ce qu'il aura recouvert sa santé totale. Nous nous retrouvons au thème de ce chapitre dédié à l'accident vasculaire cérébral. Je te remercie pour le temps que tu as accordé à cette vidéo et si elle a été informative pour toi, je te prie de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, si elle a été informative pour toi et je te dis à la prochaine.